Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur les enjeux d'évaluation. Je suis Thomas Mélonio, directeur de l'innovation et de la recherche à l'AFD, et nous allons essayer au cours de cette session de débattre de ces enjeux d'évaluation, comment mesurer l'impact, qu'est-ce qu'un impact, quelles difficultés ça peut poser. Simplement, je voulais vous dire quelques mots d'introduction avant de lancer les hostilités de notre panel. D'abord, pourquoi cet intérêt de l'AFD pour l'évaluation? Incontestablement, les agences de développement, les banques de développement font un métier complexe dans des univers difficiles, et c'est avec une certaine forme d'humilité qu'il faut reconnaître que l'on peut toujours faire mieux, apprendre, avoir des résultats meilleurs et évidemment aider les contreparties, les clients, les bénéficiaires de l'AFD, eux aussi, à faire mieux avec les moyens qui leur sont donnés. Deuxième ambition, faire mieux certainement, mais aussi faire preuve de plus de transparence. Et l'AFD s'est fixé pour ambition d'abord de publier les évaluations qu'elle réalisait déjà dans le passé. Vous pouvez trouver sur notre site internet aujourd'hui, si mes chiffres sont exacts, 121 évaluations qui couvrent 170 projets. Donc vous pouvez retrouver évidemment ces documents en ligne, puisque l'AFD aujourd'hui évalue ou fait évaluer par des consultants indépendants 50% de ces projets. Par évaluation, on entend d'ailleurs des choses assez différentes. Nous pouvons évaluer des projets pris isolément, mais aussi des grappes de projets dans le cadre de ce qu'on appelle les évaluations à champ large, qui permettent de traiter une thématique ou de mesurer la cohérence de nos interventions sur un territoire donné. Nous sommes également intéressés par les évaluations dites scientifiques d'impact, qui permettent par exemple de comparer un échantillon bénéficiant d'une politique à un échantillon qui ne l'est pas, ou des démarches dites quasi expérimentales qui permettent là encore de regarder les effets d'une intervention et d'imaginer ce qu'il se serait passé en l'absence de cette intervention, c'est-à-dire la situation contrefactuelle. Avec toujours, quelle que soit la méthodologie utilisée, cet objectif de comprendre quel impact a été obtenu, par quelle chaîne de causalité, par quel mécanisme ces résultats ont pu être obtenus, qu'ils soient bons d'ailleurs ou mauvais. Ça montre en tout cas notre fort intérêt pour la réalité des politiques publiques et des projets. On le sait, un projet tel qu'il est ou une politique publique telle qu'elle est conçue ne se déroule, à vrai dire, quasiment jamais exactement tel que ça a été prévu au départ. Il peut y avoir des écarts entre les réalisations et ce qui a été prévu. Il peut y avoir des écarts également entre une norme édictée ou la théorie d'une politique publique et puis sa réalité pratique, parce que les acteurs, les institutions vont d'abord agir parfois de manière inattendue, ou en tout cas imprévue, parfois s'adapter. Le contexte peut également évoluer. Pour faire référence à un ouvrage récent de Jean-Pierre Olivier de Sardan que nous allons écouter sur la revanche des contextes. Et voilà, donc il y a cet intérêt de l'AFD pour comprendre le sens, les réalisations pratiques, concrètes, et éventuellement les écarts, les surprises qui sont liés à des projets de développement. Autre remarque importante, l'évaluation, ça n'est pas une évaluation interne ou nombriliste de l'AFD, notre volonté, c'est de travailler avec celles et ceux qui portent en réalité les projets qui ne sont que financés par l'AFD. Et cette évaluation, elle est donc partagée avec des acteurs financiers, des gouvernements, des ONG, des entreprises qui portent eux-mêmes les projets. D'ailleurs, nous allons tout à l'heure écouter notre ami Didier Serjamani qui suit les évaluations à la Banque ouest-africaine de développement et qui nous expliquera comment une institution de développement et de financement, en l'occurrence ouest-africaine, peut elle-même évaluer, progresser. Je disais d'ailleurs de manière anecdotique que la dernière évaluation publiée sur le site de l'AFD consiste précisément en des actions communes de l'AFD et de la Banque ouest-africaine de développement. Tout ça pour dire que l'AFD ne s'évalue pas que pour elle-même ou par elle-même, mais avec d'autres, avec des consultants indépendants d'autre part, et avec l'idée que ces évaluations doivent servir non seulement en France, mais également dans tous les territoires où l'AFD est active. Et de ce point de vue, c'est intéressant. Nous aurons une collègue de la Banque mondiale, Estela Mando, qui nous expliquera comment aussi la Banque mondiale peut elle-même réfléchir à sa stratégie d'évaluation ou conduire ces études d'estimation des impacts. Enfin, une dernière remarque, l'AFD réfléchit à sa politique d'évaluation, donc c'est l'objet de ce débat. Nous avons également récemment publié un rapport bisannuel des évaluations publiées qui ont été réalisées depuis 2 ans. Et j'espère que cet effort de réflexion, vous pourrez y participer avec des questions nombreuses, j'espère précises,
pour nous interpeller ou interpeller d'ailleurs les partenaires de l'AFD. Voilà, sans plus attendre, je peut-être fixe quelques règles du jeu. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions, comme son nom l'indique. La table ronde qui va suivre sera animée par Thibault Lurat, de nos partenaires de The Conversation. Donc Thibault va prendre la parole dans quelques secondes. Et quant à moi, je vous remercie de votre participation. Vous êtes très nombreux et je me réjouis que ce sujet de l'évaluation, de la compréhension des contextes et des impacts ait suscité votre intérêt. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à nos panélistes et je remercie à nouveau nos partenaires de The Conversation France de leur participation à cet événement. À vous la parole. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à Thomas pour cette introduction et merci à vous tous de participer à ce webinaire. Effectivement, vous êtes très nombreux, si j'ai cru comprendre, vous êtes très nombreux à être venus nous rejoindre cet après-midi. Alors, un grand merci. Donc, effectivement, je suis Thibault Lurat, j'appartiens à la rédaction de The Conversation France qui couvre l'actualité vue par la recherche et qui est partenaire de l'AFD. Alors, pour ce qui est de cette table ronde, donc pour évoquer cette complexité qui est au cœur du développement, je vous propose en compagnie de nos panélistes de tenter de dresser un état des lieux, puis de s'intéresser aux perspectives. Quelles pistes d'amélioration et comment l'évaluation peut mieux nourrir la décision politique. Alors pour en parler, nous allons accueillir Estelle Raimondo, chargée d'évaluation et conseillère méthode pour le groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale. Vous enseignez, Estelle, l'évaluation dans plusieurs instituts et vous avez publié un livre sur la complexité dans les évaluations de développement. Ensuite, nous accueillons également Serge Didier Amani, responsable de l'évaluation rétrospective des projets de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Serge, vous avez contribué à l'institutionnalisation de la mesure des résultats de développement et des impacts à la BOAD. Et avant cette fonction, vous avez été économiste à la direction en charge de la stratégie et à celle des infrastructures. Et enfin, nous accueillons Jean-Pierre Olivier de Sardan, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Jean-Pierre, vous avez été vous êtes professeur associé à l'université Abdou Moumouni à Niamey, au Niger, où vous avez fondé également le LASDEL, Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Vous avez par ailleurs publié de nombreux ouvrages sur diverses dimensions des sociétés ouest-africaines et sur la délivrance des services publics en Afrique. Le dernier, d'ailleurs tout récent, il s'intitule « La revanche des contextes, des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà » et il synthétise 25 ans de recherche. Alors, juste avant de vous donner la parole, je vous précise effectivement qu'il y aura un temps pour les questions à la fin de cette table ronde et vous pouvez évidemment les poser dans l'onglet chat, un outil qui vous permet également de liker les questions que vous souhaiteriez poser. Voilà, alors d'abord je me tourne vers Jean-Pierre Olivier de Sardan. Alors est-ce qu'on peut lier ces mésaventures qui servent de titre à votre dernier livre à une prise en compte insuffisante de cette complexité? Quel est votre constat? Si vous voulez, je pars du constat suivant, que tout projet de développement, lorsqu'il est mis en œuvre sur le terrain, est soumis à une épreuve dont l'issue est toujours imprévisible. En quelque sorte, l'épreuve du réel, l'épreuve de la confrontation avec des réalités locales complexes et qui sont, en un certain sens, inéluctablement méconnues. Je prends le terme épreuve dans les deux sens. Un moment difficile à passer qui met à mal un peu ou beaucoup la cohérence du projet tel qu'il a été conçu, et aussi un test qui porte sur la capacité d'adaptation d'un projet au réel. Autrement dit, aussi bien élaboré que soit un projet, aussi parfait techniquement soit-il, il connaîtra de multiples effets inattendus. Ça a déjà été noté depuis longtemps et exprimé sous la forme anglaise de implementation gap. Mais si vous voulez, les implementation gaps ne sont pas simplement dus à des erreurs de… Je crois qu'il y a eu un petit problème. Ça va? Un petit problème de connexion. OK. Les implementation gaps ne sont pas simplement dus à, par exemple, des erreurs de conception ou des erreurs dans la mise en œuvre. Ils ne sont pas simplement non plus le fait que les effets attendus soient insuffisants. Mais c'est aussi, et surtout en ce qui concerne ce que nous étudions, des effets inattendus.
Des effets inattendus parce que le projet va être soumis aux pratiques effectives des acteurs de terrain concernés. Et ces acteurs de terrain, que ce soit les destinataires ou les agents de terrain qui mettent en œuvre les programmes, ils ne sont pas simplement dans l'acceptation ou le refus du projet, mais bien souvent dans des stratégies, disons, de contournement ou de sélection. Ils ont des représentations, des attentes, des logiques, des stratégies, des routines qui sont toujours différentes de celles que le projet attend d'eux. Et en outre, ces représentations, ces attentes, ces logiques, ces stratégies sont différentes d'un contexte à l'autre, et parfois même d'un village à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'un service à l'autre. Alors, bien sûr, cette notion de contexte est prise en compte par les institutions de développement, mais à mon avis, ce qu'ils considèrent sont uniquement les contextes structurels et pas les contextes pragmatiques. Je m'explique parce que je pense que la distinction est importante. Les contextes structurels, ce sont les données statistiques, les variables sociodémographiques, les cadres institutionnels, les organigrammes, les profils de poste, les conventions, les contrats. Tout ça relève de l'officiel, de l'explicite, du discours public. Et c'est ça qui est pris en compte. Mais les contextes pragmatiques, eux, sont ignorés. Les contextes pragmatiques, ce sont les jeux des acteurs, les conflits locaux, les stratégies de captation de rente, les clientélismes, les logiques sociales, les normes sociales des bénéficiaires, les normes pratiques des agents, etc. Et cela relève bien souvent de l'implicite, de l'informel ou du discours privé. Autrement dit, quand on parle de la mise en œuvre d'un projet, en fait, il s'agit de sa confrontation avec les contextes pragmatiques. Et c'est un défi pour l'évaluation. Comment cette confrontation s'est déroulée? Quels effets elle a produits? Ça veut dire prendre en compte les effets inattendus et les prendre au sérieux. Or, le problème, peut-être vous me démentirez, mais le problème de la grande majorité des dispositifs de suivi et évaluation, c'est qu'ils sont focalisés sur les effets attendus. Ils ont des indicateurs quantitatifs qui sont élaborés à cet effet. Dans quelle mesure les résultats attendus sont atteints ou non. Et ils ne permettent pas d'appréhender les effets inattendus. C'est la même chose pour les études d'impact. Et je donne l'exemple, par exemple, vous connaissez tous bien sûr des essais randomisés qui essayent de neutraliser l'effet des contextes pour mesurer uniquement l'efficacité intrinsèque d'un mécanisme, d'un dispositif. Ils prennent deux groupes, un groupe témoin qui n'a pas l'intervention et un groupe qui reçoit l'intervention et qui sont censés avoir les mêmes contextes, mais pas les mêmes contextes pragmatiques, ils ne les connaissent pas. Les contextes structurels, ils ont les mêmes la même composition sociodémographique, etc., etc. Mais c'est pas ça qui fait l'efficacité, et c'est pas ça qui fait l'efficacité ou pas d'une intervention. Notre expérience, en tout cas, disons depuis 20 ans, au Niger, dans les pays voisins, c'est que les effets d'une intervention dépendent beaucoup plus des contextes dans lesquels elles sont mises en œuvre que de l'efficacité intrinsèque, en quelque sorte, des dispositifs qui sont implantés. Donc, le problème, au fond, tel que je le vois moi en tant que chercheur, et je ne suis pas évaluateur, c'est est-ce que des institutions de développement, et bien sûr au premier chef l'AFD, sont prêtes à mieux prendre en compte les effets inattendus, à les prendre au sérieux, comme étant l'expression de dynamiques locales et non comme des parasites gênants, en étant comme les révélateurs de problèmes importants et non comme des critiques inopportunes, en étant comme une chance pour les interventions de s'adapter au contexte plutôt que de vouloir que les contextes s'adaptent aux interventions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Estelle Raimondo. Alors Estelle, est-ce que ce que vient de dire Jean-Pierre Olivier de Sardan, ça vous parle en tant que spécialiste de l'évaluation à la Banque mondiale, je le rappelle? Tout à fait, oui. Bonjour tout le monde. En effet, je pense que la prise en compte des contextes, mais de manière sans doute trop superficielle, a créé en fait pas mal d'angles de mort pour l'évaluation en général, mais aussi l'évaluation d'impact en particulier. Les effets inattendus sont souvent soit ignorés, soit ne sont pas vraiment l'objet premier de l'évaluation. Ça sera donc une surprise en fait pour personne si je dis que l'évaluation de manière institutionnalisée se base sur les objectifs. Les objectifs sont les effets attendus et ça veut dire en réalité que les effets inattendus sont souvent soit regardés à la marge ou alors complètement ignorés. Juste pour prendre un exemple qui est devenu emblématique,
maintenant, on a bien conscience de cela, mais ça a pris plusieurs années, de voir la recrudescence des violences domestiques qui accompagnent parfois les projets de microfinance où on a pour intention de empouvoirer les femmes de manière économique. Mais il y a aussi souvent des dynamiques que l'on ignore si on se focalise seulement sur les objectifs. Il y a un deuxième aspect, je dirais un deuxième angle mort qui est important, ce sont les effets hétérogènes au sein même des effets attendus. Les évaluations d'impact classiques tentent de désagréger avec des variables socio-économiques, mais souvent les dynamiques de groupe sont beaucoup plus fines et plus difficiles à capter avec des méthodes quantitatives. Un autre exemple, des interventions qui pourraient essayer d'améliorer les conditions de vie au sein de groupes qui sont très différents, par exemple dans les régions du Sahel où on essaye de redynamiser des régions arides vont avoir des effets très différents s'il y a des agriculteurs sédentaires ou bien des nomades par exemple. Et au sein même de ces groupes, il y a des dynamiques différentes et des effets attendus et inattendus différents. C'est très difficile pour nous de capter cette granularité. Et le dernier angle mort, je dirais, des évaluations d'impact classiques, ce sont les effets plus de système. Généralement, on s'applique à mesurer des effets de marge, des effets qui sont quantifiables. Mais parfois, il peut y avoir des effets plus profonds que l'on ne va pas forcément percevoir sur des interventions qui vont essayer, par exemple, d'améliorer des quartiers bidonvilles. Il peut y avoir des effets de système, de gentrification, qui vont mener, par exemple, à une surestimation des effets, parce que les pauvres qui étaient là au début et au niveau de l'enquête initiale vont avoir été déplacés. Et ces dynamiques plus de système ne sont pas généralement mesurées ou appréhendées de manière satisfaisante. La dernière remarque que je ferai, c'est sur le type d'intervention qui se prête à l'évaluation d'impact randomisée, par exemple. Ce sont généralement les projets bien définis, mais les partenaires de développement ont de plus en plus d'autres types d'interventions, par exemple les interventions de soutien budgétaire ou de renforcement institutionnel, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place sur une évaluation d'impact classique avec des groupes de contrôle. Et donc, généralement, on a peu d'informations sur l'impact de ce genre d'intervention. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Olivier de Cerdan sur ce point. Alors, justement, en tant que spécialiste des méthodes d'évaluation, qu'est-ce que ça implique le fait que les opérations à évaluer soient aussi complexes? Alors, pour essayer d'éviter l'écueil de complexifier aussi sans avoir vraiment de cadre d'analyse, je voudrais juste évoquer deux facettes. La première facette, ça a encore de nouveau à voir avec les contextes, et la deuxième, c'est vraiment la nature de la causalité. En termes des contextes, c'est vraiment la manière dont l'intervention s'inscrit dans le contexte qui est difficile à comprendre, mais qui est très, très, très importante. Je voudrais juste vous donner un exemple, peut-être pour être concrète. On a fait une évaluation assez récemment où on a utilisé une méthode d'évaluation d'impact tout à fait qualitative sur une intervention qui essayait d'engendrer l'action citoyenne et la redevabilité sociale des prestataires de services publics en République dominicaine. Et encore une fois, ces interventions sont de plus en plus routinières. Je dirais même que sur le papier, elles ont l'air identiques. Il y a un protocole bien établi, par exemple des réunions d'interface, des mécanismes de redressement des griefs, et on les a étudiés dans des voisinages qui seraient assez similaires en termes structurels, comme Monsieur Olivier de Cerdan intitule ce terme, qui paraissaient tout à fait équivalentes, mais en réalité, quand on a vraiment fait l'évaluation au niveau local, ces voisinages étaient très différents en termes pragmatiques et l'intervention elle-même semblait tout à fait hétérogène parce que les populations, les voisinages s'en étaient saisis très différemment
selon le degré de confiance dans les institutions publiques, selon leur mémoire collective d'intervention passée, selon aussi leur degré de cohésion interne. Et donc, c'était vraiment en allant au plus profond et de manière très qualitative qu'on a pu comprendre pourquoi les effets attendus étaient très hétérogènes et pourquoi il y avait aussi des effets inattendus. Et en termes de la deuxième facette, cette causalité, je vais l'évoquer très brièvement. Bon, ce sera une surprise pour personne maintenant si je dis que la causalité qui n'est pas linéaire, qu'il y a souvent 2 pas en avant, 3 pas en arrière, mais les cadres méthodologiques que l'on applique souvent ont du mal à intégrer cette idée d'une causalité plus complexe que prévu en fait. C'est le terme équifinalité qui est parfois dans la littérature, l'idée simplement qu'il est très difficile d'isoler quelle intervention a eu quel effet. Souvent, il peut y avoir une même cause qui a des effets différents dans différents contextes, ou alors des causes multiples à un effet similaire. Et ça, nos méthodes ont du mal, en tout cas les méthodes classiques, à l'appréhender. Donc, il faut qu'on enrichisse un peu notre boîte à outils. Et puis, juste avant de terminer, je pense qu'il faut aussi qu'on revoie nos critères de validité, nos critères de rigueur. La validité interne, où vraiment c'est la capacité à trouver de manière univoque quel est l'effet de l'intervention est de plus en plus difficile et se fait aux dépens de critères importants comme la capacité explicative des évaluations qui nous donnerait plus de marge de manœuvre pour utiliser des méthodes qualitatives. J'en finis là. Merci beaucoup. Didier Sergemani, Estelle vient d'évoquer un certain nombre de défis auxquels l'évaluation d'impact doit faire face. À la BOAD, est-ce que votre expérience vous amène à des constats similaires? On imagine que oui. Bien entendu, nous avons des observations similaires. Je vais me baser sur 2 observations majeures. La première observation, c'est effectivement le changement de contexte. Qui, dans notre zone, nous avons 8 pays. La majorité de ces pays sont affectés, je dirais, de façon cyclique par des crises sécuritaires, sociales ou d'autres formes de crises. Et donc, dans ce contexte, vous comprenez que la chaîne des résultats qui a été bâtie lors de la conception des programmes ou des projets sont modifiées. Et donc, les hypothèses se modifient. Et dans le cas d'une évaluation d'impact, ces paramètres ne sont pas pris en compte. Je peux donner l'exemple d'un programme de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au moment de la crise ivoirienne, où nous n'avons pas pu, bien entendu, conduire notre évaluation d'impact le moment venu, parce que ces paramètres de modification de l'environnement faisaient que nous ne pouvons pas échantillonner convenablement, nous ne pouvons pas avoir des données qu'il fallait pour conduire cette évaluation d'impact. Le deuxième élément sur lequel je mentionnerai ces affectations de l'évaluation d'impact, c'est la causalité diffuse. Donc, comme vous le savez, au niveau des normes sociales en Afrique, il y a certaines normes qui ne sont pas dites. Donc, lors de l'élaboration du projet, vous n'avez pas une perception de ces normes. Je prends l'exemple des latrines, l'utilisation des latrines, comment ça se fait selon les zones. Lors de notre évaluation d'impact en Bayako, en Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus compte que ce contexte de culture hétérogène pouvait affecter l'utilisation de ces latrines. Et enfin, je vais terminer par les infrastructures parce que la BOAD est une banque d'infrastructures. Lorsque vous financez des projets de production d'énergie et de transport uniquement, faire une évaluation d'impact rigoureuse, comme on le dit généralement, est très complexe parce que l'estran ou le bien que vous produisez ne peut pas être isolé de tout le système national. Donc, voilà un peu des constats que nous avons faits et qui vont dans le sens du problème du contexte pragmatique qui avait été mentionné et également du gap d'implémentation. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi concrètement ce n'était pas adapté à vos opérations, ces RCT? Donc, en fait, la question de la randomisation a été, je ne viendrai pas sur la définition, mais le premier élément qui est important dans une randomisation, c'est la sélection aléatoire des bénéficiaires.
Or, dans notre culture, que vous prenez la culture au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans la sélection des projets, notamment sur le plan social, que ce soit au niveau du développement rural que l'implémentation de routes, la sélection va faire participer les communautés locales. Et donc, les critères de sélection ne sont pas forcément aléatoires. Ça va se baser sur certains critères, je dirais, des normes sociales, par exemple les femmes, mais également des hommes d'un certain type. Et donc, ces éléments qui vont intégrer des aspects qui ne sont pas aléatoires vont affecter l'utilisation de la randomisation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la question de l'inefficience dans la mise en œuvre des projets. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de cet élément. Et donc, vu que les projets vont prendre du retard, l'utilisation des biens et des services qui vont être produits par le projet dans le temps va peut-être être utilisé par des bénéficiaires qui sont distincts de ceux pour lesquels les enquêtes avaient été faites initialement. De sorte, le changement de la taille de l'échantillon, le changement des bénéficiaires compte tenu des migrations et d'autres paramètres vont faire que l'utilisation de ces méthodes peut vous surprendre à la fin parce que vous allez vous rendre compte que la taille d'échantillon final ou je dirais les bénéficiaires que vous avez initialement enquêtés ne sont plus présents et donc cela va biaiser l'aspect scientifique de la méthodologie. Donc voilà un peu quelques éléments pragmatiques que nous avons rencontrés dans la conduite de nos évaluations d'impact. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes pour ce premier tour de table qui visait effectivement à dresser le constat. On va s'intéresser maintenant aux manières de saisir cette complexité des contextes de façon opérationnelle dans les évaluations. Alors effectivement, on vient de voir à quel point il était crucial pour les acteurs du développement de bien appréhender cette complexité. À présent, donc, il faut vraiment se poser la question des solutions. Comment l'évaluation d'impact peut-elle appréhender ces subtilités où le facteur humain est prépondérant, on l'a bien compris à vous entendre, et tout ce qui n'est pas soluble dans quelques indicateurs chiffrés. Alors, je me retourne vers Estelle Raimondo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces solutions qui existent dans la trousse à outils, entre guillemets, des évaluateurs? Oui, je pense que dans les 10 dernières années, on a fait quand même beaucoup de progrès. Il y a de plus en plus une littérature sur la complexité et l'évaluation. Je n'y ferai pas justice aujourd'hui, mais je voulais simplement évoquer un outil qui est important, c'est les différents cadres méthodologiques de la causalité. Le plus connu, le plus intuitif, c'est bien sûr le cadre contrefactuel, celui sur lequel les RCT se basent et et duquel découle une question importante qui est vraiment est-ce que l'intervention a fait la différence dans les changements observés, toutes choses égales par ailleurs. Mais ce que les évaluateurs doivent réaliser, c'est que ce n'est pas le seul cadre important et le cadre utile. Il y en a d'autres. Par exemple, le cadre des configurations. Et là, on n'essaye pas de contrôler le contexte, mais on essaye vraiment de l'intégrer. Et en découlent d'autres questions d'impact et d'autres méthodes. Par exemple, ici, l'idée, c'est de comprendre la combinaison des conditions qui fait qu'à un moment donné, dans un lieu donné, pour une population donnée, il y a eu un changement. Et ici, on cherche quels ont été les facteurs nécessaires, qu'est-ce qui a vraiment été un ingrédient principal de ce changement. L'une des méthodes qui peut nous aider à faire ça, c'est une méthode de cas comparé. En anglais, c'est Qualitative Comparative Analysis, QCA. Qui est de plus en plus utilisé parce que cela nous permet vraiment un va-et-vient entre les cas d'études et notre théorie du changement. Ça nous permet un dialogue constant entre l'aspect empirique et puis l'aspect théorique. Et ça permet aussi de manière assez logique et systématique de comparer une intervention qui est mise en place dans des contextes différents. Et là, la question principale d'impact, c'est plutôt dans quelle configuration une intervention est plus à même de créer du changement. Le dernier cadre intéressant
duquel découlent d'autres méthodes comme le process tracing. Je ne crois pas qu'il y ait un terme en français encore. Il faudrait qu'on le trouve. C'est plutôt un cadre d'explication où là, c'est pas simplement essayer de comprendre les facteurs importants, mais de voir comment ils s'articulent ensemble. Et ici, l'idée, c'est de réfuter que c'est l'intervention qui crée le changement, mais c'est plutôt les acteurs qui se saisissent ou non de l'intervention et de comprendre comment cela se fait ou pas. Et la question d'impact, ici, c'est plutôt le comment et le pourquoi, plutôt que quel a été l'effet à mesurer. Et je peux évoquer un peu plus le process tracing si c'est utile. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple, notamment, on a évoqué notamment dans la préparation l'exemple de la République dominicaine, pour bien comprendre? Oui, peut-être en illustrant, ça sera le plus simple parce qu'il faut plusieurs jours autrement pour aller dans le détail. En même temps, c'est une approche qui est tout à fait intuitive parce que c'est l'idée d'échafauder des hypothèses au niveau des mécanismes causaux et ensuite de les tester. Dans la littérature, on fait souvent, on évoque l'image du détective, par exemple, de Colombo, qui fait un peu, qui met en place cette logique de preuve. Et donc, en fait, chaque hypothèse est ensuite testée avec un entrelac de preuves qui est beaucoup plus qualitatif. Et dans le cas de la République dominicaine, par exemple, une des hypothèses qu'on essayait de tester, c'est de savoir si les interventions ont vraiment permis d'augmenter la confiance des citoyens dans les mécanismes de redressement des griefs et leur utilisation plus fréquente de ce genre de mécanismes. Ce qu'on a fait, c'était vraiment de mener une enquête et de tester chaque preuve, on appelle ça parfois des empreintes empiriques, pour voir si cela augmentait ou pas la plausibilité de notre explication. Juste pour vous évoquer en termes pratiques, on a essayé de trouver des traces de ce mécanisme, par exemple avec des comptes rendus, des vidéos, des réunions entre les citoyens et les prestataires de services publics. On a fait des observations de sites non annoncés. On a essayé aussi d'évoquer des narratives avec beaucoup d'entretiens et puis des discussions de groupe. On a essayé de retracer la séquence de la reconstruction chronologique fine et puis quelques sondages, etc. Et donc, bien sûr, on est loin d'une enquête anthropologique parce que notre temps est souvent très restreint. On reste bien sûr à un niveau assez superficiel, mais cela nous a permis de comprendre beaucoup mieux ce qui se passait et pourquoi. Donc ça, c'est un exemple de process tracing. Merci beaucoup. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, les méthodes qu'Estelle et Serge Didier viennent de présenter sont qualitatives. En tant que chercheur, hein, vous l'avez dit, hein, vous êtes chercheur, pas évaluateur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces méthodes qualitatives? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que l'anthropologie et les sciences sociales ont des choses à dire aux évaluateurs? Je pense que si vous pensiez le contraire, vous ne m'auriez pas demandé d'être là. Évidemment, je pense que, autrement dit, je pense que la recherche, en particulier la recherche qualitative, dont l'anthropologie est un petit peu le symbole, est un complément nécessaire aux évaluations. Je ne dis pas qu'elle doit s'y substituer, mais c'est un complément nécessaire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que le maillon faible dans toute cette histoire, c'est la production de données solides sur les réactions des contextes locaux à une intervention. Après, il y a plein de méthodes pour essayer de les agréger, de les interpréter, etc. Mais la base, c'est de quelles données réelles, solides, robustes, près du terrain dispose-t-on sur ces réactions? Et donc, la deuxième question, c'est qu'il me semble justement que pour procéder à ce type de documentation et de données, il faut la recherche. Et il faut la recherche parce qu'il faut 4 conditions, à mon avis. Il faut de la familiarité, il faut du temps, il faut du métier et il faut de l'indépendance. Alors, la familiarité, ça veut dire qu'il faut des gens qui connaissent bien le terrain déjà. Et de fait, par exemple, les chercheurs en sciences sociales qualitatives nationaux ont en général une bien meilleure familiarité avec les contextes pragmatiques
n'en a un Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais il me semble qu'on a perdu Jean-Pierre Olivier de Sardan. En attendant de le récupérer, on va peut-être passer la parole à Didier Serge. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous tourniez désormais davantage vers les méthodes qualitatives, participatives. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner? Tout à fait. Je dirais que c'est plutôt un mix, comme l'a dit tout à l'heure Esther. C'est une trousse à outils. Donc, nous avons ajouté l'évaluation qualitative. Je peux mentionner l'évaluation qualitative participative du programme de sécurité alimentaire en Guinée-Bissau, que nous venons pratiquement d'achever. Les grandes questions, c'est comment et pourquoi. Donc, un peu comme on vient de le mentionner, Estelle, le process tracing. Donc, nous avons enquêté 3 régions, 8 villages, 120 personnes, dont la majorité des femmes. Nous avons observé. L'idée, c'était, comme on le dit, de comprendre le pourquoi du mécanisme d'impact. Et cela nous avait permis de constater des éléments, je dirais, contradictoires, donc imprévus, et des éléments prévus. Ce qui a été imprévu, c'est, je donnerai l'exemple de la culture horticole dans un village où les bonnes dames avaient implanté cette culture pour la sécurité alimentaire. Mais à un moment donné, cette culture a attiré des singes dans les environs du village et ces singes ont commencé à consommer ces légumes. Donc, en conclusion, les dames ont décidé d'abandonner cette culture parce qu'il y avait cet effet inattendu et il n'était pas question d'attaquer les singes. Mais cette question, nous l'avons découvert suite aux entretiens focalisés et suite aux entretiens avec des groupes cibles et des personnes ressources. Et par la suite, nous avons cherché à trouver des solutions ensemble. Et ces solutions-là nous ont permis de dire aux dames de ne pas abandonner cette culture, mais de préserver, je dirais, l'actif, les singes qui revenaient dans les environs du village, mais aussi pouvoir continuer l'horticulture. Donc, voilà un exemple que nous pouvons avoir avec l'approche participative qualitative et que nous n'aurions pas eu avec une approche autre et quantitative. Donc, c'est ces approches que nous allons combiner quand il le faut avec les approches classiques d'impact scientifique, comme on le dit en Djemé, pour nous permettre de discuter, de dialoguer avec les parties prenantes, d'une part, d'autre part, pour nous permettre de trouver également les solutions. Parce que lorsque vous expliquez les résultats statistiques à une bonne dame ou à un monsieur dans un village, ce n'est pas la même chose que d'échanger, de trouver ensemble la problématique dans la langue vernaculaire, dans le contexte, et de chercher en même temps la solution. Donc, l'évaluation d'impact pour nous n'est pas seulement une question de redevabilité, mais une question d'apprentissage. Et nous pensons que, associé à l'approche quantitative classique, l'approche qualitative, et devoir aller plus sur l'approche qualitative peut être un atout pour nous, car nos décideurs ou nos collègues qui confectionnent, qui implémentent et confectionnent les projets ont besoin d'avoir des explications très profondes, des explications subtiles que souvent nous ne pouvons pas avoir avec les autres formes d'évaluation. Merci. Merci beaucoup. Jean-Pierre Olivier de Sardan, on vous a récupéré après cette légère coupure. Vous avez été interrompu pendant l'exposé que vous étiez en train de faire. Je vous relance, effectivement, les enseignements que vous tirez sont le fruit d'un travail de recherche anthropologique sur le terrain, 25 ans de recherche qui sont synthétisés dans votre dernier livre, La revanche des contextes. Les évaluations, elles, sont faites sur un temps qui est beaucoup plus court. Un évaluateur vient une semaine, parfois 2 sur le terrain. Quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner leur donner à ces évaluateurs? Je n'ai pas de conseils à donner à des évaluateurs. Je pense simplement qu'on a des métiers complémentaires. Je veux dire, aucun métier n'est supérieur à un autre. L'évaluateur est en général un expert, disons, en ingénierie sociale, qui vient à partir de son expertise et se retrouve avec des contraintes effectivement de temps quasiment diaboliques du point de vue du chercheur.
Autrement dit, pour employer la métaphore, l'évaluateur, il doit parcourir en voiture en 2 semaines ce qu'un chercheur parcourt à pied ou en vélo depuis des mois ou des années. Et donc, je pense que cette question du temps est importante. C'est bien parce que les évaluateurs n'ont pas de temps et que le dispositif d'évaluation ne permet pas d'avoir ce temps qu'il faut aussi, je ne dis pas à la place, mais aussi recourir parfois au point de vue de chercheurs qui à la fois ont le temps et surtout la familiarité avec ces contextes locaux que quelqu'un venant pour une mission courte ne peut pas avoir. Et puis, il faut aussi, je pense dire qu'on a un atout qui est notre métier. Notre métier, c'est-à-dire une compétence professionnelle qui ne se résume pas à du qualitatif expéditif de quelques focus group ou de quelques entretiens par-ci par-là. Autrement dit, je vais employer une comparaison. Dans l'ingénierie, lorsqu'il s'agit d'intervention en ingénierie technique, pour les évaluer, des experts techniques sont nécessaires et suffisants. Parce que l'ingénierie technique ne dépend pas des contextes locaux où elle est mise en œuvre. Quand il s'agit d'intervention en ingénierie sociale, les experts en ingénierie sociale, qui forment en général les bataillons d'évaluateurs, sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants parce qu'il faut aussi des experts contextuels. Il faut aussi des experts qui aient cette familiarité et ce temps qui permet de connaître un petit peu sérieusement les contextes et pas de façon superficielle. Et donc, voilà, si vous voulez, il me semble certains en quelque sorte des avantages, pas des avantages comparatifs aux dépens de l'évaluation, mais qui rendent la recherche de type, si vous voulez, anthropologique approfondie, nécessaire et complémentaire aux approches d'évaluation classiques. Bien, merci beaucoup. Avant de passer la parole aux participants de cette table ronde, à vous qui y assistez, si vous voulez poser des questions, bien sûr, c'est le moment. Avant cela, je vous propose de faire un dernier tour de table pour réfléchir aux moyens de nourrir une décision éclairée, une décision opérationnelle, mais aussi peut-être une décision politique. Vous venez tous de nous expliquer pourquoi il fallait tenir compte de cette complexité, les défis que ça posait pour l'évaluation d'impact, les solutions méthodologiques qui existent. Et la question qui se pose maintenant, c'est de voir dans quelle mesure tout ça peut permettre d'améliorer l'aide publique au développement et donc notamment comment l'évaluation d'impact peut aider les décideurs à prendre des décisions qui tiennent mieux en compte de la complexité du terrain. Alors, pour commencer, Serge Didier, dans l'exemple que vous venez de donner, que vous avez donné il y a un instant, est-ce que vous avez vraiment réussi à influencer les décideurs? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Bien entendu, oui. Je dirais que dans un premier temps, c'est la rapidité. Parce que les décideurs ont certains contextes. Je ne contredirai pas mes collègues sur le panel, mais nous n'avons pas le luxe de pouvoir attendre longtemps. Parce que généralement, les décideurs ont des mandats et à un moment donné, ils veulent qu'on rende compte, ils veulent aussi apprendre du processus. Et donc, une évaluation participative rapide peut permettre de répondre à cette sollicitation. Le second élément, c'est le contexte. Donc, l'idée, c'est de permettre aux uns aux autres, au niveau des décideurs, de comprendre qu'il y a une hétérogénéité et non, ce n'est pas une question de moyens, c'est plutôt une hétérogénéité. Et donc, dans la conception, dans le compte rendu, il faudra tenir compte de cette hétérogénéité. Et enfin, c'est la participation des bénéficiaires. Donc, cela est fondamental au niveau des décideurs. Donc, lorsque ces 3 éléments sont réunis et que vous pouvez avoir accès à eux, dans notre cas, nous avons eu accès aux plus hautes autorités de la banque et au niveau du gouvernement de la Guinée, du Bissau-Guinéen, nous avons pu rencontrer le ministre d'État qui est en charge de ce département. Il y a eu des dialogues très francs, très courtois, mais où nous avons fait un reporting très succinct sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et surtout la question du comment et du pourquoi. Et lorsque cela est clairement mis en exergue, les décideurs vous donnent leurs contraintes, des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, des contraintes d'organisation, et c'est encore à l'évaluateur, avec les parties prenantes, de désigner, en fait, de concevoir un plan d'action qui va tenir compte de ce contexte. Et donc, l'idée, c'est plutôt être dans une négociation, dans une discussion,
que d'être dans une confrontation avec les décideurs. Et je pense que dans le cadre de ce projet, nous avons réussi ce défi, ce qui n'était pas dans le cas lorsque nous étions dans des évaluations quasi expérimentales, parce que déjà véhiculer l'information était déjà très complexe. Donc voilà un peu comment nous pensons que nous pouvons influencer les décisions des décideurs, prendre en compte la rapidité, la participation des populations et également le contexte. Merci. Un bug là. Oui, j'ai l'impression que Thibault Liorade a eu un problème de connexion. Peut-être, Jean-Pierre, je vous propose de réagir. Il y a déjà quelques questions vous suggérant de revenir sur Ok. ce que vous avez dit, les 4 conditions nécessaires Les relations avec les décideurs, je veux dire d'abord, ce qui nous... Ok, il y a un problème général là ou pas? C'est bon? On vous entend, oui, oui. Ok, super. Donc, relation avec les décideurs. En ce qui nous concerne, je vais parler essentiellement de notre expérience du LASDEL au Niger. C'est vrai que ce qui nous intéresse le plus comme relation avec les décideurs, c'est plutôt les décideurs nationaux, les rapports avec les… mais en même temps, ici, on est plutôt dans les rapports avec les décideurs du côté des institutions de développement. Alors, nous avons eu 3 types de difficultés que je vais énumérer. D'abord, une première difficulté qui est de faire admettre que nous ne travaillons pas sur des termes de référence imposés et sur des méthodes imposées, mais que nous voulons élaborer en commun des problématiques et utiliser nos propres méthodes. Ce n'est pas facile parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des consultants et on y est arrivé aujourd'hui assez globalement, et je reconnais d'ailleurs que l'AFD, il y a très longtemps, a été une des premières institutions à accepter cette démarche. Deuxième, attendez, je pense, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Alors, deuxième difficulté, faire admettre que les problèmes que nous soulevons à partir de cette mise en évidence des réactions des acteurs locaux, que ces effets inattendus sont des chances pour les institutions de développement, alors qu'elles sont au contraire souvent perçues par celles-ci ou par certains agents dans celles-ci comme des critiques, comme des dénigrements, et qu'elles sont rarement acceptées positivement. Et là, on a des expériences contrastées, y compris avec l'AFD, parfois positives, parfois négatives. Et dernier point, difficile que nos diagnostics débouchent sur des prises de décision effectives du côté des institutions en développement qui en tiennent compte. Le plus souvent, elles n'en tiennent pas compte. Nous avons eu assez rarement vu que des décisions soient prises en tenant compte des résultats que nous avions de nos diagnostics. C'est arrivé il y a déjà très longtemps avec l'AFD. On a 2 cas avec des ONG, c'est tout ce que je peux probablement produire en 20 ans. Donc, il y a un problème. Maintenant, je vais juste terminer par une préconisation issue de notre expérience. Les meilleurs diagnostics que nous pouvons faire sont moins après la fin d'un projet que pendant l'exécution de ce projet, parce que nous pouvons observer ce qui se passe. Après, ça ressemble plus à une autopsie, mais c'est plus intéressant de voir ce qui se passe pendant que le projet exécute. Mais aussi, je pense que ces diagnostics pendant, recherche qu'on peut appeler de type interventionnel ou recherche pendant la mise en œuvre d'un projet de développement, sont plus utiles aussi pour les institutions de développement que les études ex post, parce qu'elles peuvent permettre au projet de s'adapter aux réactions, de changer éventuellement ses méthodes, de changer ses façons de faire, voire même parfois de changer certains de ses objectifs. Mais évidemment, ça implique que les projets soient plus adaptatifs, soient plus souples, soient plus réactifs à des feedbacks et soient plus auto-apprenants, de type learning by doing. Ça, c'est une autre question. Bien, merci beaucoup. Excusez-moi pour le bug lié à ma connexion plus tard. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir complété votre intervention précédente. On en revient donc effectivement ces moyens de faire le lien avec la décision, de nourrir une décision éclairée. Alors, Didier Serge, effectivement, revenait sur son expérience à la BOAD. Estelle Raimondo, côté Banque mondiale, est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple d'évaluation d'impact qui aurait permis d'influencer la décision et donc de vraiment faire changer les choses significativement?
Merci. Peut-être au-delà d'un exemple, je voulais juste rebondir sur 2 ou 3 choses que mes collègues ont évoquées aujourd'hui. C'est le type de décision, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait bien conscience du fait qu'il y ait des évaluations qui sont faites pour une décision précise. Au sein d'un projet, on va décider est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'on change une approche de manière fondamentale. Mais on fait aussi des évaluations d'impact, pas seulement pour une décision ponctuelle. Il y a au sein des institutions aussi des mécanismes qui sont plus des mécanismes de redevabilité où on fait des évaluations sur des qui vont informer des portefeuilles entiers d'approches. Et puis, il y a aussi tout ce qui est plutôt apprentissage organisationnel. Et là, c'est beaucoup plus diffus. Il n'y a pas une décision ponctuelle, mais qui est beaucoup plus sur le temps long. Et donc, un enjeu, je pense, pour les évaluations et l'intégration d'approches différentes, la collaboration avec les chercheurs, etc., qui est vraiment fondamental, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui est attendu aussi. Et donc, ce qu'on doit prendre en compte, c'est aussi le besoin de généralisation. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose qui a marché ici peut marcher là-bas ou est-ce que on peut extrapoler de ces études de cas? Et c'est quelque chose qui nous revient très souvent et qui nous est difficile souvent d'appréhender. Donc j'aimerais aussi savoir un peu ce que mes collègues en pensent, parce que s'il s'agit d'une décision sur un projet ponctuel, toute la granularité du contexte est extrêmement important. S'il s'agit plutôt d'une décision d'approche où on met en place des interventions dans des pays différents, etc., comment on peut informer cette décision avec des études qui sont très ciblées dans un contexte? Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un défi important pour les évaluateurs en interne, tout en sachant qu'il faut en effet être très concis et être souvent très clair en termes des évidences que l'on a ou que l'on n'a pas. Ce que je voulais simplement donner comme exemple, c'est aussi l'idée qu'il y a des processus de décision pendant les interventions, comme Jean-Pierre-Olivier Cerdan l'a évoqué. Et je pense que c'est là où les évaluations peuvent au final avoir le plus d'impact, ce qu'on appelle ça utilisation pendant le processus. Et souvent, on n'y pense pas assez. Comment prendre en compte les parties prenantes, comment les amener aussi à partager les décisions de méthode, etc., pour qu'il y ait vraiment une intégration des questions que l'on a posées et une collaboration aussi au sein du processus d'évaluation pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, en fait, la décision soit évidente parce qu'il y a assez de familiarité avec les données, etc. Donc, je pense qu'on y travaille à la Banque mondiale et au sein de mon groupe, qui est un groupe indépendant. Donc, on fait beaucoup de ex-post, on est assez loin des opérations. On tente de plus en plus de mettre en place ce genre de mécanisme pour informer la décision au cours plutôt que simplement en post-mortem, exactement comme Jean-Pierre-Olivier de Cerdan l'a dit, où là, c'est plus compliqué en fait d'avoir vraiment une information utile. Bien, merci beaucoup. Pour compléter ce tour de table, Jean-Pierre-Olivier de Cerdan, est-ce que vous pouvez nous délivrer quels sont les enseignements que vous retirez de vos travaux de recherche et notamment de l'expérience du LASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, que vous avez cofondé à Niamey au Niger. Comment est-ce que ces travaux peuvent nous éclairer sur la façon dont on peut influencer la décision à partir de l'analyse de la complexité que vous faites? Bon, j'ai tout à l'heure déjà essayé un peu de répondre à l'avance à cette question, mais pour ajouter, je vais dire honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai aucune prétention de pouvoir donner des leçons de quoi que ce soit. Je me rends simplement compte
que dans notre rapport, alors je vais parler cette fois des décideurs nationaux, puisque j'ai dit que ça nous intéressait d'une certaine façon plus que les institutions de développement. Enfin, bien sûr, les institutions de développement nous intéressent aussi dans ce qu'elles font et dialoguer avec eux, la preuve, mais en même temps, ce qui nous importe, c'est d'arriver à ce que les recherches que nous menons soient écoutées par les décideurs nationaux. Et là, c'est vraiment un processus à long terme. C'est un processus qui connaît des rebonds et des échecs très nombreux. Ça nous est arrivé parfois que 10 ans après seulement, un syndicat, un groupe de professionnels disent « Ah ben, finalement, ce que vous aviez montré nous aide ». Bien souvent, on est au contraire, on a eu des réactions très négatives. On a quand même eu maintenant, je pense, au fil des années, un accès plus important, disons, à l'oreille d'un certain nombre de décideurs. Pour le moment, ça n'a pas vraiment changé fondamentalement les choses, mais on espère, on est en train de mener une recherche-action aussi qui essaye de s'intéresser aux innovateurs locaux. L'un des grands problèmes, en tout cas, je trouve, qui reste de ça, qu'on peut tirer de notre expérience, c'est à quel point l'aide au développement a engendré une perte d'initiative au sein des services publics, une dépendance à l'aide, et comment aujourd'hui on peut essayer de redonner de l'initiative au sein des services publics dans les pays africains, et comment, donc, en retour, est-ce que les institutions d'aide peuvent développer des dispositifs d'appui aux initiatives locales dans un monde où l'essentiel des initiatives vient de l'extérieur. Merci beaucoup Jean-Pierre Olivier de Sardan. On va évidemment vous donner la parole dans un instant. Vous pourrez adresser vos questions aux panélistes, mais avant ça, on va écouter la réaction de l'AFD. On va écouter la réaction de Nathalie de Ledenmat, qui est responsable du département évaluation à l'AFD. Alors justement, alors que l'AFD définit cette année sa nouvelle politique d'évaluation, comment l'AFD va-t-elle se positionner sur ces sujets ? Merci à tous nos panélistes pour ce débat vraiment extrêmement riche. Et puis, donc, on va laisser le temps de réponse aux questions. Moi, je voudrais dire que dans le cadre de l'évaluation de notre politique d'évaluation actuelle, nous avons interrogé beaucoup de personnes, alors à l'interne, bien sûr, mais aussi à l'externe, des parlementaires, des maîtresses d'ouvrage du Sud. Et effectivement, on a pu percevoir un engouement vraiment très important pour les évaluations d'impact. Et c'est vrai qu'un intérêt pour savoir quel est l'impact de nos interventions sur le développement, et c'est aussi ce qui donne du sens à notre mission. Donc, je crois qu'on a la chance à l'AFD d'avoir déjà beaucoup de méthodologies qui sont représentées. Donc, on a effectivement toute une équipe en capacité de faire des évaluations d'impact expérimentales, quasi expérimentales. Je rejoins beaucoup des panélistes sur le fait que on associe toujours une phase qualitative en fait à une méthode expérimentale ou quasi expérimentale, parce qu'elle nous permet de comprendre, de mieux comprendre les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive à ces résultats-là ou à ces impacts-là. Et je pourrais même citer cette évaluation d'impact qu'on avait fait sur le forfait obstétrical en Mauritanie, et où on a intercalé entre deux phases quantitatives une phase qualitative menée d'ailleurs par le LACEN, et donc qui nous a permis justement de mieux comprendre ce qui s'était passé. Voilà, donc oui, on a effectivement ces capacités-là, mais on s'est rendu compte aussi que, bon, au-delà de ces évaluations qui sont toutes quand même un petit peu lourdes et coûteuses, il faut bien le dire, on pouvait sans doute encore élargir le champ des méthodologies utilisées, et on a déjà commencé là depuis quelques mois à former toute l'équipe à d'autres possibilités pour aller regarder plus particulièrement les impacts. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'être pragmatique et d'avoir les méthodologies qui vont être adaptées pour répondre à la question évaluative. Quelle est la question qu'on se pose, à quoi on veut répondre, et donc, quelle est la méthode qui va être la mieux à même de le faire.
Donc, alors, on sait aussi que sur la qualité des évaluations dépend beaucoup de l'amont, hein, du montage, du design du projet. Et là, moi, je rejoins tout à fait Jean-Pierre Olivier de Sardan sur le fait que la prise en compte du contexte est vraiment un élément clé. Et c'est vrai qu'alors nous, on a la chance aussi à l'AFD d'être assez proche des opérationnels, d'essayer de les accompagner dans leur montée en puissance justement pour rendre les projets évaluables, donc une meilleure prise en compte des contextes, avoir des dispositifs de suivi-évaluation qui soient adaptés. Alors, on ne le fait pas projet par projet, hein, mais on met en place des outils un peu collectifs de formation, de boîte à outils, hein, pour aider les opérationnels à monter en gamme et à mieux aller regarder quels sont les jeux d'acteurs, les enjeux de gouvernance, et de faire en sorte que ces dispositifs de suivi-évaluation soient aussi des dispositifs de pilotage des projets et pas seulement d'une chaîne qui va permettre de détecter des effets attendus, hein, mais bien de pouvoir justement piloter et être en capacité de se réajuster lorsque besoin. Alors, c'est pas toujours le cas, bien évidemment. On a encore beaucoup d'efforts à faire. Et ce qui ressort des évaluations de l'AFD, c'est que on n'est pas très bon. Franchement, on n'est pas très bon sur justement cette chaîne de résultats d'impact. Donc on a vraiment beaucoup à s'améliorer là-dessus. En revanche, on a une forte souplesse, une capacité d'adaptation qui fait que même en situation de crise, lorsque le contexte évolue, l'AFD arrive finalement à mener ses projets sans qu'il y ait réellement de rupture. Donc, vous voyez, d'un côté, une certaine rigidité des systèmes de suivi-évaluation qui nous manque quand même un peu, mais de l'autre côté, cette capacité d'adaptation. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de voir comment se positionner au mieux entre les deux, j'ai envie de dire. Ensuite, je crois que le fait d'être au plus près des acteurs locaux est vraiment une question qui nous anime beaucoup au plus haut niveau de l'AFD. Hein. Aujourd'hui, on est en train de revoir nos grandes orientations stratégiques et c'est vraiment un des axes très très forts qui ressort des discours de notre directeur général, des travaux préparatoires justement à ce plan d'orientation stratégique qui va être renouvelé. Et nous, en termes d'évaluation, c'est vrai que non seulement on s'adjoint toujours des chercheurs du Sud hein, dans toutes les évaluations d'impact, c'est non négociable pour nous. Hein, c'est toujours d'avoir des chercheurs qui peuvent justement avoir cette compréhension du contexte et nous l'apporter tout au long du déroulé de l'évaluation d'impact. Pour les autres évaluations, on a toujours aussi des consultants locaux. Donc, on peut avoir des consultants internationaux qui ont des consultants locaux et qui font appel et qui sont dans cette dualité. Mais c'est aussi une des forces par rapport à l'évaluation d'avoir des personnes qui connaissent bien les contextes, qui sont sur place et qui nous apportent ça. Pour aller plus loin que ça, parce qu'on sent bien que on a vraiment du sens à aller plus loin vers nos contreparties. Pour nous, l'évaluation, c'est aussi un élément de la gouvernance. Renforcer l'évaluation chez nos contreparties, c'est renforcer leur gouvernance et leur permettre de suivre leur politique publique, de les réajuster en tant que de besoin, de répondre mieux aux problématiques. Et donc, c'est vraiment quelque chose, un axe fort que l'on va développer dans notre future politique d'évaluation. Ce qui peut rejoindre aussi toutes ces problématiques que vous avez très, très justement abordées sur les contextes. On souhaite développer la notion de redevabilité partagée. Et donc, les exercices d'évaluation et tous ces dispositifs de suivi-évaluation, on a pu s'en rendre compte dans l'évaluation, justement, parce qu'elle est allée interroger des maîtrises d'ouvrage du Sud.
disent finalement sont des dispositifs qui sont faits par les bailleurs, pour les bailleurs, et finalement ça ne nous concerne pas vraiment. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'appropriation. Donc moi, il me semble que si on a une demande de redevabilité accrue au Nord, et qui est tout à fait légitime, hein, la redevabilité citoyenne est tout à fait légitime, eh bien, il serait tout à fait légitime aussi de renforcer les capacités de redevabilité citoyenne des acteurs du Sud et de construire avec eux ces dispositifs justement pour qu'ils leur servent et qu'ils se les approprient et qu'ils soient en mesure de les ajuster en fonction des besoins. Donc voilà, nous c'est un petit peu l'axe qu'on est en train de travailler. On est encore loin d'avoir abouti. L'idée c'est de finaliser cette politique d'évaluation donc aux alentours de mars-avril 2022. Et donc bien évidemment là tous ces débats servent beaucoup notre réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette réaction. Et donc maintenant, nous passons aux questions de vous tous qui nous écoutez. Vous êtes très nombreux, près de 600. Alors un grand merci. Avec cette première question qui invite nos panélistes à revenir sur la thématique de la temporalité d'une évaluation d'impact. Pour capter les impacts, il faut avoir du recul et en même temps, vous avez mis en avant l'importance d'avoir des résultats pendant l'intervention. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce participant ? Didier Serge, est-ce que vous avez une réaction par exemple ? Je pourrais réagir. En fait, pour nous, la BOAD, l'impact, c'est vraiment en phase rétrospective. Lorsque nous sommes sur des évaluations formatives, donc pendant la mise en œuvre, c'est des évaluations qui ne sont pas en tant que telles des évaluations d'impact, c'est des évaluations de processus, des évaluations pour comprendre le contexte de mise en œuvre du projet et des éléments de suivi et évaluation qui peuvent nous donner, je dirais, quelques enseignements sur lesquels nous pouvons prendre des décisions pour ajuster les projets ou les améliorer. Mais pour nous, l'évaluation d'impact, il faudrait, dans notre procédure, il faudrait que le projet soit officiellement achevé. Donc, dans notre jargon, il faut le rapport de fin d'exécution et attendre un minimum de temps pour voir effectivement l'utilisation des extrants qui ont été produits par les projets, par les populations, avant d'aller sur la phase d'évaluation d'impact. Donc, au niveau de la BOAD, le chemin est plus long pour les projets d'infrastructure. Par contre, il y a des projets dans le domaine de la santé, certains projets qui ont, je dirais, un périmètre de mise en œuvre très court et un périmètre de production d'effets et d'impact relativement court pour lequel nous pouvons aller exceptionnellement assez rapidement. Donc, voilà l'expérience de la BOAD. C'est des actions vues en rétrospective. Bien entendu, nous démarrons ces évaluations d'impact avec les premières enquêtes lors du démarrage du projet, mais les dernières enquêtes, c'est généralement en phase rétrospective. Je pense que les autres collègues pourront étayer plus les propos quant à l'évaluation d'impact au cours de la mise en œuvre des projets. Merci. Absolument. Jean-Pierre-Olivier de Sardan, comment est-ce que vous pouvez compléter cette réponse ? Quelle est la bonne temporalité, je vous repose la question, d'une évaluation d'impact, selon vous ? Je suis incompétent. Je suis complètement incompétent parce que pour moi, l'évaluation d'impact ne fait pas partie de ce qui est de ce sur quoi nous pouvons proférer des énoncés pertinents dans le cadre de ma propre discipline et de nos propres recherches. Je crois que ça a été dit tout à l'heure par Estelle Raimondo qu'il est extrêmement difficile d'isoler dans ce qui se passe l'effet d'une intervention de l'effet d'un grand nombre d'autres types de mécanismes causaux ou de mécanismes tout court. Et donc, ce type d'évaluation échappe complètement à ce que nous pouvons faire. Nous pouvons voir ce que sont les réactions d'un milieu face à une intervention, ce que devient l'intervention quand elle arrive sur le terrain, mais l'impact, je suis absolument incapable d'en parler et je suis très perplexe et donc j'attends de voir ce que d'autres peuvent proposer. Je suis par exemple extrêmement convaincu que les études d'impact randomisées
et plein d'autres chercheurs avec moi l'ont dit et le disent mieux que moi ou différemment que moi, ne produisent pas des résultats sérieux, ou en tout cas pas du tout à la mesure des sommes incroyables qui sont mises dessus, et pas du tout à la mesure de la prétention qu'ils ont de vouloir être les seules formes d'études d'impact scientifique. Pour moi, c'est au contraire pas très sérieux. Mais je n'ai rien d'autre à proposer en termes d'alternatives, honnêtement. Alors, Estelle Raimondo, est-ce que vous avez quelque chose pour compléter cette réponse? Je ne serai pas non plus une très fervente défenseuse des RCT, malheureusement, donc peut-être que nos amis de l'AFD seront là aussi pour défendre un peu cette approche. Mais en termes de la temporalité, en fait, il faut qu'on se pose la question de l'institutionnalisation des systèmes d'évaluation. Je pense que c'est au-delà simplement d'une méthode ou d'une intervention en particulier. Mais je pense qu'on est tous dans nos organisations, on a un modèle et puis c'est très difficile de repenser ces modèles en fait. Donc, en effet, les évaluations d'impact, la plupart du temps sont rétrospectives, mais elles doivent commencer avec le début de l'intervention. Donc, elles ont une opportunité d'accompagner l'intervention en elle-même. Et il y a bien sûr l'enquête du début et l'enquête de fin, mais si on arrivait à vraiment créer une complémentarité entre les approches quantitatives et puis d'autres approches, on pourrait aussi utiliser des données plus fines, des mécanismes plus qualitatifs d'entretien, d'accompagnement de chercheurs, pour qu'au cours de l'intervention, on puisse aussi avoir des mécanismes de feedback. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'intervention et surtout des années qui passent après pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément une dichotomie, c'est simplement comment on a institutionnalisé ce type d'évaluation qui devrait être repensé. Merci beaucoup. Je passe à une autre question qui vous est adressée au sujet des exemples d'évaluation qui prendraient en compte les enjeux de genre. Est-ce que vous avez des exemples de ce type d'évaluation? Et je crois que Nathalie Le Denmat de l'AFD souhaitait répondre à cette question. Oui, merci. Donc, nous venons juste de terminer une évaluation sur la prise en compte du genre dans les projets de l'AFD. Donc, c'était plus une évaluation à vocation d'apprentissage interne pour voir si justement tous les process internes permettaient de bien prendre en compte ces enjeux de genre. Donc, on voit qu'effectivement, on est en progression, qu'on a encore aussi là beaucoup à faire, mais que la progression est quand même vraiment tout à fait intéressante et encourageante en tout cas. Et ce que on peut voir aussi, c'est qu'au niveau des évaluations sensibles au genre, on suit à peu près la même progression. Il y a quelques années, on avait très peu d'évaluations sensibles au genre. Au jour d'aujourd'hui, on dépasse les 50%. Et ce qu'on a pu voir aussi dans une évaluation de tramway au Maroc, donc Rabat et Casablanca, on vient juste de publier cette évaluation, on voit justement des effets inattendus des projets. En fait, à travers ces tramways, on recherchait beaucoup plus le développement économique, les transports de population sur leur lieu de travail, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, les effets étaient vraiment extrêmement importants en termes pour le genre, donc pour les femmes qui s'estiment en sécurité dans les tramways beaucoup plus que dans tous les transports de minibus, et même sur le lien social, en allant encore plus loin que le genre. Donc là, c'était vraiment des effets inattendus qui sont ressortis de l'évaluation. Donc c'était un petit clin d'œil aussi à ce que disait Jean-Pierre Olivier de Sardan tout à l'heure. Et alors, pour compléter peut-être ce que disait Estelle Raimondo sur les évaluations d'impact, c'est vrai que nous,
à l'AFD, on est vraiment extrêmement pragmatique par rapport aux méthodologies. Donc, c'est vrai qu'on a la capacité d'utiliser les méthodes quantitatives, donc expérimentales et quasi-expérimentales. De fait, on utilise assez peu les RCT sur nos projets. On est beaucoup plus sur des évaluations avec contrefactuel, toujours donc en y mettant une part de qualitatif, donc les évaluations mixtes. Et peut-être signaler que aujourd'hui à l'AFD, donc depuis quelques mois, nous accueillons un fonds qui s'appelle le FID, qui lui est expressément dédié à ces méthodologies randomisées et sur la question des inégalités. Donc c'est vraiment extrêmement ciblé là-dessus. Pour ce qui est donc moi du département des évaluations plus classiques, j'ai envie de dire à l'AFD, c'est vrai que on n'est pas du tout contre les RCT, hein, mais de fait on les utilise assez peu. Tout dépend encore une fois de la question, comment on veut poser la question et des ressources dont nous disposons. Et peut-être juste encore une fois pour terminer et faire le lien avec le genre, nous avons un partenariat avec le GIL, hein, qui est un laboratoire de la Banque mondiale et qui fait des évaluations d'impact sur le genre. Et nous espérons bien en 2022 pouvoir démarrer une évaluation conjointe avec eux sur ce sujet. Merci beaucoup. Il semble qu'il y a de l'intérêt pour ces évaluations qui prennent en compte les enjeux de genre. Peut-être, Estelle Remondo, vous pouvez nous détailler un petit peu plus justement ce qui se fait à la Banque mondiale et ce projet GIL dont vient de parler Nathalie. Oui, donc c'est le Gender Innovation Lab. Alors, encore une fois, on a un système d'évaluation un peu vaste et compliqué à la Banque mondiale. Donc, on a en fait des centres qui sont plutôt des centres de recherche qui font vraiment des évaluations d'impact. On a le DIME et GIL qui, qui a commencé surtout en Afrique. Je pense que maintenant, on a une deuxième branche qui travaille sur d'autres régions. Et l'idée, c'est de comprendre vraiment les dynamiques de genre, mais encore une fois, les méthodes au départ étaient très basées sur le RCT. Maintenant, je crois qu'il y a vraiment un panel beaucoup plus ouvert avec aussi des recherches qualitatives. Et là, c'est un laboratoire qui travaille vraiment main dans la main avec nos collègues des opérations. Donc, ce n'est pas un mécanisme indépendant comme le nôtre, et ils ont la possibilité justement d'être là au moment de la création et aussi du pilotage des interventions. Donc, beaucoup plus de flexibilité pour informer les décisions au jour le jour. Et c'est un centre qui aussi a créé de nouveaux partenariats, et je ne savais pas pour l'AFD, mais c'est bon à savoir. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Nous avons il y avait effectivement les enjeux de genre qui sont mis en avant dans les questionnaires, mais il y a une autre question qui revient à de nombreuses reprises. C'est un peu pour prendre le contre-pied justement sur ces contextes, peut-être aborder des effets inattendus de leur prise en compte. Je vous livre la question: est-ce que la prise en compte du contexte local finalement n'annule pas les possibilités de généraliser les résultats des évaluations à d'autres régions, et est-ce que ça ne peut pas, in fine, pénaliser d'autres interventions? Jean-Pierre Olivier de Sardan, qu'en pensez-vous, par exemple? Ouais, c'est une question redoutable. C'est une question redoutable parce qu'effectivement, actuellement, disons, l'industrie du développement fonctionne quand même beaucoup sur des programmes standardisés qui sont censés pouvoir être efficaces dans les contextes les plus divers en vertu de leur efficacité intrinsèque. Et bon, on en a tous de multiples exemples. Nous avons souvent étudié les politiques de filets sociaux de la Banque mondiale ou de transferts monétaires par les ONG, ce qui est à peu près la même chose, ou actuellement le paiement basé sur la performance dans le système de santé, qui est aussi un gros programme de la Banque mondiale, etc. etc. Bon, on ne manque pas de programmes standardisés. Si effectivement on veut continuer à produire essentiellement des programmes standardisés,
l'analyse des contextes locaux tels que nous la faisons, on ne voit pas très bien à quoi ça va servir, puisque ce que intéresse les programmes standardisés, c'est la recherche d'une efficacité intrinsèque d'un mécanisme, et ce n'est pas l'adaptation à des contextes. Nous, notre problème, le problème qui ressort de ce que nous avons étudié dans différents pays depuis 20 ans, c'est que justement, l'efficacité intrinsèque d'une intervention est à peu près impossible à désintriquer de l'effet complexe des contextes. Et donc, bien malin, celui qui pourrait dire ça, c'est imputable à l'efficacité intrinsèque de telle intervention et ça, c'est imputable au contexte. Je pense, enfin, en tout cas personnellement, nous n'arrivons absolument pas et notre sentiment, c'est qu'au contraire, c'est plutôt l'effet des contextes qui rend efficace une intervention et pas son efficacité intrinsèque. Vous voyez, on arrive à ce type de… Peut-être aussi, on peut penser à des projets qui soient justement moins standardisés, moins universels, plus focalisés sur des conditions locales. Mais ça veut dire un changement, je ne sais pas si c'est carrément un changement de paradigme dans la conception des projets de développement, mais en tout cas, ça veut dire donner plus de place, non pas aux projets à haut facteur d'impact qu'on va balancer partout, mais à des projets adaptés dès le départ à des contextes particuliers. C'est autre chose, ça peut être fait, hein, il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas la tendance dominante aujourd'hui dans l'industrie du développement, ça c'est clair. Merci beaucoup. Question suivante pour Serge Didier et peut-être aussi les autres intervenants. C'est encore une question qui revient à de nombreuses reprises. Comment expliquer le fait qu'on ne développe pas plus ces méthodes d'évaluation d'impact mixtes et qualitatives, autrement dit autres que basées sur le contrefactuel? Quels sont selon vous les freins au développement de ces méthodes? Pour ma part, il y a déjà des outils, je pense que Estelle les a mentionnés. C'est l'utilisation des outils et quelle est la politique d'évaluation de l'institution, comment elle compte répondre à certaines formes de questions. Comme je dis au niveau de la BOAD, les questions, c'est comment et pourquoi. Et donc, face à cela, nous sommes dans l'obligation de chercher d'autres outils qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Et cela me permet d'embrayer sur la question précédente. En fait, l'impact n'est pas forcément une approche attributive. On peut avoir une approche contributive dans l'analyse de l'impact. Donc, ces outils existent pour faire ce type d'analyse. Le second élément, lorsque nous voulons, est-ce que nous cherchons à généraliser ou non? Donc, il y a une première généralisation qui peut se faire dans les process. Donc, si nous prenons par exemple l'industrie de l'aviation, nous n'avons pas besoin d'avoir une taille énorme d'accidents d'avion pour pouvoir ajuster la réglementation. Avec un cas ou deux cas, nous pouvons ajuster la réglementation. C'est la même chose avec les outils non attributifs où nous pouvons utiliser, que ce soit l'approche participative rapide ou d'autres approches, une seule intervention, une seule évaluation d'impact pour ajuster tout ce qui est réglementation, comment nous pouvons avoir des options de projets. Par exemple, au niveau de la BOAD, nous savons que lorsque nous sommes dans la riziculture de mangrove, à partir de notre évaluation d'impact qualitatif, il y a des actions à entreprendre et cela va se faire. Maintenant, lorsque nous voulons généraliser, je dirais que c'est des généralisations locales. Lorsque vous faites des projets dans une zone Peul au Sénégal, vous savez que la culture de cette zone est quasiment similaire dans cette localité. Lorsque vous aurez à faire des interventions, vous prendrez cela en compte. Mais vous n'avez pas généralisé, par exemple, ce cas Peul à un cas Peul au Mali. Donc, c'est cet exercice que nous essayons de faire dans le plan d'évaluation, dans nos outils que nous avons au niveau de l'évaluation. Donc, pour conclure, les outils existent, nous les utilisons. Maintenant, tout dépend de est-ce que vous voulez publier scientifiquement pour démontrer que vous savez faire des approches assez sophistiquées ou bien vous cherchez à répondre à des questions pragmatiques de pourquoi et comment. Merci. Vous n'avez pas le micro? Pardon. Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas le micro. Je me tournais simplement vers Estelle Raymondo pour qu'elle complète éventuellement l'intervention de Didier Serge. Oui, je dirais quand même qu'il y a une évolution notable, encore une fois, peut-être dans les 10 dernières années, où
je dirais dans les années 2000, on était vraiment sur des évaluations d'impact qui répondaient à une méthode. On avait une méthode et on cherchait des endroits pour l'appliquer. Tandis que maintenant, comme Nathalie l'a évoqué, on est quand même beaucoup plus basé sur quelle est la question et quel est l'outil ou quelle est la méthode, quelle est l'approche qui nous permettra de répondre au mieux à ces questions. Néanmoins, il reste encore des mécanismes institutionnels, des mécanismes de financement. Par exemple, il y a un groupe, je ne sais pas s'ils sont vraiment en collaboration avec l'AFD, mais 3IE, 3IE, qui a beaucoup financé d'évaluation d'impact en utilisant les approches randomisées et qui aussi dans les 5 dernières années, s'est ouverte à beaucoup plus d'approches. Maintenant, vraiment insiste aussi sur la compréhension de l'intervention d'une manière plus qualitative. Donc, je dirais qu'il y a quand même des évolutions qui vont dans le bon sens. Néanmoins, on reste, c'est vrai, comme Jean-Pierre Olivier de Cerdan l'a souligné, au niveau institutionnel, beaucoup plus sur la recherche de la compréhension d'un outil, d'une intervention assez standard, assez typique, et comprendre est-ce qu'elle va marcher dans un contexte, dans un autre contexte, etc., plutôt que des approches beaucoup plus bottom-up, où là, c'est vraiment la fondation même de l'intervention serait complètement différente si on prenait le contexte comme vraiment, en gros, le mécanisme opérant principal plutôt que l'intervention. Je pense qu'on en est loin encore dans nos groupes. Alors, Jean-Pierre Olivier de Cerdan, il nous reste quelques minutes seulement. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure et rebondir sur cette intervention d'Estelle? Je me réjouis de ce que les choses évoluent et avancent, quoi. Je suis très content de ce que je viens d'entendre, qu'effectivement, au sein d'une institution dépendante de la Banque mondiale, il y a une telle ouverture à une approche qualitative, une telle réserve vis-à-vis de l'exclusivité des essais randomisés, une telle éventuellement interrogation sur l'intérêt des modèles standardisés qu'on balance partout. Donc, je vois effectivement et je pense que aussi cette table ronde le montre, enfin, qu'il y a maintenant de plus grandes interrogations au sein des grandes institutions de développement sur les formes qui ont jusqu'ici été dominantes. Et donc, ça laisse plus de marge de manœuvre pour prendre peut-être plus de risques, tenter aussi de parier sur des choses sur lesquelles on n'est pas sûr de gagner, plutôt que de vouloir avoir des planifications extrêmement sophistiquées, et parier plus aussi sur le soutien des initiatives locales, même si on se plante parfois, même si ça ne marche pas parfois, mais peut-être quelque part, ce sera plus productif à l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un panéliste, il nous reste 2 minutes, qui souhaiterait ajouter quelque chose, peut-être compléter cette note d'optimisme qui vient d'être donnée par Jean-Pierre Olivier de Cerdan? Du côté de l'AFD, par exemple, Nathalie Le Delmat. Vous faites le même constat aussi, il faut être optimiste par rapport aux perspectives? Vos micros sont coupés. Votre micro est coupé. Ça y est, là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Non, mais je disais que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre Olivier de Cerdan. Moi, je suis très optimiste aussi. Alors, bon, après, on sait très bien que des institutions comme l'AFD, alors encore pire, je pense, pour la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, pour des grosses structures, sont des bateaux, hein, et qui vont pas comme ça, qui ne sont pas mobiles très, très rapidement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit bien le sens d'aller de plus en plus au plus proche des populations, du terrain, des contextes, et d'essayer de piloter avec les partenaires, avec les clients, et voire même dans certains cas avec des bénéficiaires finaux. Enfin, on n'a pas non plus, c'était pas le lieu, hein, de parler d'évaluation participative, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on essaye de développer, en tout cas de notre outil.
Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie grandement pour vos interventions. Je remercie tous les panélistes qui ont en plus bien réalisé, bien respecté les exigences de synthèse, ce qui nous a permis de tenir le temps imparti. Je voudrais vous remercier tous, évidemment, participants. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre et à poser des questions. Donc, un grand merci de votre participation. On espère que cette table ronde contribuera à faire avancer les choses dans le bon sens. Et donc, il me reste encore une fois à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne soirée. Et bien évidemment, un grand merci à l'AFD pour l'organisation de cette conférence en visio. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.